Bonsoir et bienvenue à tous dans le grand dossier. Les salves de missiles balistiques iraniens ont en partie saturé le système de défense israélien. 10 morts la nuit dernière à Tel Aviv et à Bat Yam. 13 en tout depuis le début de cette nouvelle guerre, dont 2 enfants. Bilan très lourd pour des Israéliens habitués à être protégés par le dôme de fer. De l'autre côté, Israël frappe désormais tous azimuts. Le ministère de la Défense iranien, le siège de la police à Téhéran, des raffineries, des dépôts de carburant, des lanceurs de missiles. Tsahal a recommandé aux populations à Téhéran vivant à côté de sites militaires d'évacuer leurs habitations. En tout, à cette heure, 128 personnes ont été tuées en Iran et des centaines de blessés selon les médias locaux. Près de 1000 blessés pour être parfaitement précis. Et puis au fait, Donald Trump a pris la parole. Il dit qu'une implication américaine est aujourd'hui possible. Drones, missiles, bombardiers, riposte contre riposte pour le 3e jour consécutif. Nous sommes passés de l'opération ciblée sur le programme nucléaire à la guerre aérienne totale avec des conséquences mondiales imprévisibles. Israël poursuit-il la destruction pure et simple du régime des Mollahs? C'est la question de ce grand dossier. L'Iran paiera un lourd tribut pour le meurtre délibéré de civils, de femmes et d'enfants. Nous atteindrons notre but et leur porterons un coup fatal. Ils sentiront la puissance de nos armes. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui était cet après-midi à Bat Yam, dans cette petite ville au sud de Tel Aviv où une seule frappe iranienne a entraîné la mort de 4 personnes, 2 enfants, 2 femmes âgées tuées par cette frappe, 99 blessés par un seul de ces missiles balistiques qui a pu tromper le système de défense israélien. Nous sommes dans une évolution du conflit qui prend la direction d'une guerre totale. Ce n'est pas une guerre totale parce qu'il n'y a pas de troupes au sol, mais sur le plan aérien, riposte contre riposte. Pour parler avec moi de cette situation qui s'envenime, il ne s'agit pas de parler de désescalade, puisque l'escalade, nous y sommes. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il va y avoir un engrenage. Je rappelle que Donald Trump a dit il y a quelques minutes à la chaîne ABC qu'une implication américaine était désormais possible. Je suis avec Michel Goya. Bonsoir Michel. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Vous êtes consultant défense d'LCI. Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous êtes avocat, essayiste, spécialiste du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran. Bienvenue à vous ce soir. Merci de m'avoir invité. Elisabeth Shepard-Selam, comment allez-vous? Et vous, David? Très bien. Bonsoir à vous et bienvenue. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Tours, grande spécialiste des questions de géopolitique. Nous sommes également avec Rina Bassiste. Bonsoir Rina. Bonsoir David. Et bienvenue à vous, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate vous-même. Nous vous poserons aux uns et aux autres toutes les questions nécessaires pour comprendre au fond où nous allons. Parce que je crois que ceux qui nous regardent aujourd'hui s'inquiètent, et sans doute légitimement, de la suite des événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux. Première question, premier petit tour de table les uns et les autres, peut-être brièvement. A-t-on raison de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'un objectif ciblé, qui était celui de mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien, à un objectif plus vaste, qui consiste peut-être à déstabiliser le régime, ou bien carrément à le faire tomber, Michel? Oui, il y a un élargissement. Il ne s'agit pas, dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas simplement de casser le programme nucléaire iranien, mais que les objectifs étaient plus vastes. Au moins de désarmer ce régime, de le rendre impuissant, donc qui ne constitue plus du tout une menace pour Israël. Donc ça, c'est l'objectif à minima. Et puis, à maxima, peut-être obtenir une sorte de soumission de ce régime, voire, mais là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus aléatoires, un effondrement de ce régime. Ouais. Ardavan, votre sentiment? Pour moi, c'est incontestable que Israël considère que le problème du nucléaire iranien n'est pas que le nucléaire iranien, c'est le régime iranien. C'est vrai que tant que le pouvoir iranien, cette théocratie est en place, la question ne va pas s'en aller. Même si Israël était victorieux dans ce combat contre les sites nucléaires iraniens, pour l'instant, il ne l'est pas.
Ce n'est que reporter l'affaire à 6 mois. Si vous voulez, la quête du nucléaire en Iran, c'est une quête qui maintenant remonte à il y a 40 ans. Ce n'est pas en assassinant 3 scientifiques qu'on va pouvoir détruire le savoir-faire acquis à travers des décennies de pratiques. L'Iran, c'est un pays de 88 millions d'habitants, avec un niveau scientifique qui est supérieur à celui de la moyenne de l'Europe occidentale. Donc c'est pas le savoir-faire qui manque, c'est pas les ingénieurs et les scientifiques qui manquent. Mais de là à considérer qu'en faisant ce qu'Israël fait ici, ils vont pouvoir arrêter le nucléaire iranien, c'est une erreur, parce que ce n'est que reporté à 6 mois. Et je vous rappelle que le site de Fordo, qui est sous la montagne, dans la banlieue de la ville de Qom, n'a même pas été touché, qui est un site encore plus important que celui de Natanz. Et ensuite, ce à quoi Israël va aboutir ici, c'est de convaincre la hiérarchie politique iranienne que la seule solution pour sacraliser le territoire consistera justement à avoir la bombe nucléaire. Bon, Elisabeth, un mot là-dessus, et ensuite nous irons à Tel Aviv. Nous irons, à Bat Yam, petite ville au sud de Tel Aviv où une frappe iranienne a occasionné énormément de dégâts et des pertes civiles très lourdes. Benyamin Netanyahou s'est rendu sur place il y a quelques heures. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Nicolas Rouget. Ça, c'est dans un très court instant. Mais je veux vous entendre, Elisabeth et Rina, sur la question principale que nous nous posons en ce moment. Et puis, nous irons avec le colonel Michel Goya sur les faits. On en est, au fond, à 3 ripostes contre ripostes. Depuis le début de cette nouvelle guerre, il faut que nous sachions exactement qui a frappé, à quel endroit, à quel moment. Les frappes en Iran, les ripostes en Israël et les contre-ripostes ensuite des Israéliens, avec le colonel Michel Goya dans un instant, le point précis et complet sur la situation. Elisabeth, le but de guerre. Le but de guerre, malgré à la fois ce que l'ambassadeur israélien a dit ici même ce week-end et ce que le gouvernement israélien a dit, moi je pense que depuis le début, il y a quand même un envie plutôt caché peut-être, mais un envie long terme d'une déstabilisation si c'est pas un changement de régime. Ils ont commencé, et c'est pas que du nucléaire, pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé avec cette opération de drone, cette opération de long terme où ils ont créé une base de drones explosifs pour justement éliminer, comme disait le colonel Goya, un certain nombre de menaces qui sont pas nucléaires, mais qui sont des menaces pour Israël, que ça soit des lanceurs, que ça soit des missiles, et ils continuent même sur des usines militaires, sur le commandement militaire. Estropier la capacité de riposte. C'est c'est exactement ça, parce que de toute façon, ils ne sont pas capables aujourd'hui de frapper le nucléaire sans d'abord s'assurer que la population israélienne n'est pas en sécurité. Rina. Oui, je suis tout à fait d'accord que, bien sûr, il y a la question du programme nucléaire, peut-être pas complètement le détruire, mais en tout cas les rendre presque inutilisables. Au court et moyen terme, disons ça, et ça je suis d'accord avec monsieur qui est complètement détruire. Pour l'instant, ça paraît quasiment impossible, mais arriver presque à. Et aussi, bien sûr, décapiter la possibilité de l'Iran à faire trop de dégâts avec les missiles balistiques, parce que des missiles balistiques, même sans des têtes nucléaires, on a bien vu que ça fait beaucoup de victimes. Je ne suis pas persuadée que pour l'instant, il y a vraiment le but de faire déstabiliser jusqu'au point où faire tomber le régime iranien. Ça m'a l'air un peu trop ambitieux. Je crois que même en Israël, on est très conscient que sans les Américains dans les jeux, on ne pourra pas vraiment faire tomber le régime iranien. Vous développerez cette idée dans un instant, parce que nous allons nous poser la question. Benyamin Netanyahou le dit clairement. Il s'est même adressé directement au peuple iranien en leur disant « Soulevez-vous, c'est le moment, c'est l'occasion ». Vous disiez le rôle des États-Unis. Donald Trump dit « On peut s'en mêler ». Attention. Vous avez vu ce qu'il a dit aussi, Donald Trump ? Il a dit qu'une médiation organisée par Vladimir Poutine pourrait être la bienvenue. Ça aussi, on en parlera dans un instant. On va creuser toutes ces questions-là parce qu'il y a besoin de comprendre ce qui est en train de se dérouler en ce moment sous nos yeux. Mais, colonel Goya, suivez-moi parce qu'il faut que nous fassions le point sur les faits. Les faits, exactement. Nous sommes dans une guerre aérienne, Israël, Iran. On va commencer par l'attaque, l'offensive aérienne israélienne. On voit ici cette carte de l'Iran et vous avez toutes les frappes. Alors, en noir,
commandement militaire, en jaune tout ce qui est site nucléaire, en bleu les sites de défense aérienne, en rouge les missiles sol-sol et en, disons, pourpre les scientifiques nucléaires qui ont été ciblés. Colonel, pouvez-vous nous expliquer cette carte ? Alors d'abord, il faut bien souligner ce caractère un peu inédit, c'est-à-dire qu'on a deux pays qui se font la guerre à 1500 km de distance, et qui partent des moyens de frappe à longue portée. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc c'est tout à fait nouveau. Du côté israélien, on lance une grande campagne qui, alors vous voyez ces objectifs, ça correspond en termes militaires, on appelle ça des axes opérationnels, c'est des axes d'effort. Mais ils n'ont pas tous la même sensibilité, la même urgence. Alors les sites, la même importance d'ailleurs. Les sites nucléaires, ce qu'on voit en jaune par exemple, c'est très important. Évidemment, c'est peut-être même le plus important dans cette campagne, mais c'est pas forcément le plus urgent. Les sites, ils vont pas bouger. Le site de Natanz, il va pas bouger, il va pas s'échapper. Hein. En revanche, il y a des choses qui sont beaucoup plus urgentes. Par exemple, le système de défense aérien. Donc on commence toujours par ça en réalité dans les campagnes aériennes. Pourquoi ? Parce qu'en éliminant les radars, les systèmes de défense, vous facilitez ensuite ce qu'on appelle gagner la supériorité dans le ciel, avoir la suprématie, et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est important de le faire même dès le début. Et ensuite, comme le dit Elisabeth, il y a le nucléaire, mais ça c'est une menace à long terme, puis il y a la menace à court terme immédiate, c'est celle des missiles balistiques. Donc en même temps qu'on va taper sur les autres objectifs, on va essayer, et ça c'est toujours en cours, de réduire autant que possible cette menace. Donc dès qu'on voit un lanceur, dès qu'on le détecte, on frappe, on essaie de le frapper. Les missiles iraniens qui sont tombés, qui ont été en tout cas propulsés vers Tel Aviv, auraient pu être beaucoup plus nombreux. Oui, bien sûr. Mais il reste encore, il y a encore un stock très important, et donc il y a une vraie bataille là aussi pour épuiser ce stock, pour le réduire autant que possible, avant d'avoir à l'affronter, de neutraliser ces missiles par le bouclier de défense aérienne. Et puis, autre type de cible, effectivement, ce sont les individus eux-mêmes. Il faut bien comprendre, ça ne demande pas les mêmes moyens, c'est pas la même logique, c'est pas la même sensibilité. Pour frapper des individus, il faut les suivre au jour le jour, savoir exactement où ils sont à l'instant T. Et là, il faut utiliser des moyens extrêmement précis, très proches, pour les éliminer. Donc voilà, c'est un mélange de choses, des moyens très différents, très complexes à organiser. Michel, la nuit dernière, 80 frappes. Oui. Alors, il y a eu encore des frappes dans la journée d'aujourd'hui, mais la nuit dernière, c'est 80 frappes. Et regardez cette vidéo qu'a communiquée Tsahal lui-même. L'armée israélienne elle-même a communiqué cette animation plutôt que vidéo pour montrer son action. D'ailleurs, il y a toujours dans les conflits la guerre aussi communicationnelle. Bien sûr. Et donc, nous savons en diffusant ces images que cela fait partie de la communication d'Israël. Mais ça permet de se rendre compte des objectifs visés et de l'ampleur des frappes, colonel. Oui, alors ce qui est intéressant, vous notez, c'est qu'on continue à parler du Yémen aussi. Il ne faut pas les oublier. Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne montrent pas en réalité quelles sont les routes aériennes qui sont utilisées. Ils partent dans l'espace puis ils redescendent. En réalité, c'est important de savoir par où ils passent concrètement. Les avions passent par le Kurdistan probablement, par la Syrie, parce que maintenant c'est une zone qui est un peu neutralisée, c'est la zone la plus facile. Donc oui, la particularité qui est assez basique d'ailleurs de cette campagne israélienne, c'est qu'elle utilise des avions. C'est important les avions, parce que les avions, on peut les utiliser plusieurs fois. Un missile balistique, utilisé une fois. Donc ces avions qui portent même parfois la même charge qu'un missile balistique, ils peuvent être utilisés, réutilisés, etc. Et ravitaillés, vous me disiez. Et ravitaillés. Alors on est loin, 1500 km, il faut faire l'aller, le retour, et donc il faut des ravitailleurs en vol. Il faut, c'est accompagné de radars volants aussi, pour gérer tout ça. Encore une fois, tout ça est très complexe. Michel, on est bien d'accord, Israël sait faire tout ça tout seul. Oui, bien sûr. Ça, vous le confirmez. Oui, maintenant ils ont les moyens. Alors sur la longue durée, ils ont sans doute besoin d'être réapprovisionnés en munitions. Bien sûr. De toute façon, des campagnes aériennes, ils en font depuis longtemps, et ils en font depuis le 7 octobre, et c'est quasiment non-stop. Vous avez entendu Benyamin Netanyahou hier dire désormais nous allons cibler tous les sites du régime. Oui. C'est pas uniquement le site nucléaire, c'est tous les sites du régime, a-t-il précisé. Nous en avons eu l'illustration puisque le ministère de la Défense, situé à Ispahan, donc là nous ne sommes plus à Téhéran, a été frappé par une frappe, a été touché, par une frappe israélienne. Et écoutez, nous avons l'image de cette frappe, nous allons la regarder ensemble. Donc là, on voit la vitesse, vitesse du projectile. Votre regard là-dessus, face à quel armement sommes-nous ?
Là, c'est sans doute ce qu'on appelle une JDAM, c'est une bombe guidée. Très probablement, c'est l'arme de base qui est utilisée éventuellement. C'est missile, tire plus un avion, c'est moins puissant. Donc je pense que c'est JDAM, c'est une grosse, voire plusieurs. Hein. Donc ce sont des bombes guidées très puissantes qui sont utilisées, mais pour ça il faut s'approcher. Mais ça veut dire que le ciel est ouvert aux Israéliens. Hein. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas d'avion israélien qui a été abattu, par exemple, même si les Iraniens l'ont revendiqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en réalité, donc on a vu tout le ciblage, hein, on appelle ça en termes militaires, tout le plan de ciblage, pour l'instant est strictement militaire, presque strictement militaire, et la vraie question, c'est de savoir si cela va s'étendre, si on va élargir les cibles. Là, le ministère de la Défense, on peut considérer qu'on est encore dans l'appareil de défense, mais quand on commence à taper sur des raffineries de gaz, on commence à déborder sur autre chose. Ou le siège de la police, ou le siège de la police, au cœur de Téhéran. Et tout à fait. Vous avez entendu Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, qui a dit maintenant il faut évacuer. Les habitants, ceux qui habitent à Téhéran, à côté des sites militaires ou de sites du régime, il faut évacuer. Donc le siège de la police a également été touché. Michel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Revenons ensemble à la table pour poursuivre nos investigations sur ce qui se passe en ce moment. Et je pense que l'urgence, c'est d'aller sur le terrain. Allons sur le terrain directement à Bat Yam. Bat Yam, petite ville au sud de Tel Aviv, et c'est là que l'un des projectiles de la riposte iranienne a fait le plus de dégâts. Nous sommes avec Nicolas Rouget, notre correspondant, l'un de nos correspondants en Israël et envoyé spécial à Bat Yam. Vous étiez tout à l'heure, Nicolas, avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Cette frappe, elle a fait beaucoup de mal. Benyamin Netanyahou en a profité pour dire à nouveau sa détermination à porter les coups les plus rudes, au fond, au régime iranien. Mais la question que je souhaite vous poser, Nicolas, vous qui êtes sur le terrain, c'est l'état d'esprit de l'opinion publique israélienne. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude au bout d'un moment d'être ainsi en permanence sous la menace de projectiles iraniens ou autres? Ou bien est-ce que, au contraire, cette situation génère davantage de cohésion derrière le projet du Premier ministre Netanyahou? Alors, ça vient de commencer, hein. Il faut être très clair. Cette guerre, elle date de 2 jours et presque tout a changé d'un certain côté. On retrouve un état d'esprit qu'on n'avait pas retrouvé d'un certain côté depuis le 7 octobre 2023, dans un certain sens, c'est-à-dire un esprit de choc. Il y a eu une évolution, donc les routes sont vides pour la plupart. On ne voit pas énormément de gens ne sont pas allés au travail aujourd'hui, les écoles sont fermées. Donc évidemment, le pays entier est sous le choc. Ce qui s'est passé hier, alors oui, évidemment, c'est une nouvelle guerre et donc du coup, il y a énormément d'inquiétude, d'angoisse par rapport à ce que ça peut créer. Mais en même temps, je pense que toutes les conversations que j'ai eues avec les Israéliens, alors Bat Yam est un endroit un petit peu particulier, c'est une ville prolétaire, plutôt rangée derrière la politique du liquide. Mais quand même, on sent dans l'esprit des gens qu'il y a d'un certain côté une volonté d'aller plus loin juste parce que c'est une guerre avec l'Iran. C'est la vraie guerre d'un certain côté. On suit un petit peu ce que dit le gouvernement depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, ce qui est que, en fait, fondamentalement, la guerre contre le Hamas, la guerre contre le Hezbollah, la guerre contre les Palestiniens, les Houthis, tout ça, ça fait partie d'une même guerre contre l'Iran. Et cette fois-ci, c'est une guerre pour la finir, peut-être pour le finir tout, c'est un fait. J'en parlais avec un rescapé il y a quelques minutes. Il disait lui-même, oui, on a souffert, mais ça vaut le coup si on aurait pu faire beaucoup plus si vous avez eu la bonne. Merci, Nicolas. La liaison n'est pas bonne. La liaison n'est pas bonne, cher Nicolas, et j'en suis absolument navré, mais nous avons compris le propos cardinal de votre reportage, c'est qu'au fond, c'est la cohésion qui l'emporte. Dans le moment où nous sommes, c'est-à-dire au bout de 2 jours d'une nouvelle guerre, le peuple israélien fait corps. Hein. Bon, c'est un classique d'ailleurs depuis le début de ce conflit multiséculaire, en tout cas multidécennal. Elisabeth. Oui, surtout depuis le 7 octobre, on a vu, en tout cas dans une première temps, toujours cette unité, parce que l'unité fait la force en même temps, surtout sous les bombes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, et surtout en Israël, où on sait qu'il y a beaucoup de divisions politiques, que d'ici quelques mois ou quelques jours, il n'y aura pas la division. Mais pour l'instant, et sur cette question en particulier, parce que toutes les autres ennemis d'Israël autour, en fait, sont financés et armé par l'Iran. Donc c'est aussi couper la tête du serpent. Et ça, tout le monde est très lucide là-dessus. Les images... Ah oui, donc nous avions à l'instant les images de Bat Yam en direct. Alors le faisceau a coupé, je le dis à nos téléspectateurs, mais c'était l'immeuble que nous voyions était celui qui a en particulier été touché par cette frappe iranienne. Rina, les Israéliens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir là en 48 heures 13 morts. 13 morts. N'ont pas l'habitude. En tout cas, pas dans ces circonstances. Ils ont malheureusement l'habitude des attentats,
qui peuvent parfois avoir des bilans très lourds, mais comme le disait Michel tout à l'heure, c'est assez inédit d'avoir 2 nations qui se font la guerre à distance, comme ça, à 1500 km. Et là, ça touche. Ça touche. Oui, ces images-là, c'est sans précédent de voir, pas sans précédent, mais quand même, ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas vu ce genre de dégâts en Israël avec tant de victimes comme ça d'une seule missile. Ça fait peur aux Israéliens, ça il faut le dire. Donc d'un côté, il y a la solidarité, il y a aussi la résilience israélienne. Je crois qu'on a vu tout ça depuis le 7 octobre, comment les gens arrivent encore à vivre des vies plus ou moins normales d'une certaine façon, qu'il y a des enfants qui continuent à aller à l'école, qu'il y a des gens qui continuent à travailler. Mais ces images-là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. L'immeuble a quasiment été soufflé. L'immeuble était quasiment... Là, Michel, on est sur un missile balistique. C'est quoi la puissance de détonation? Ça peut aller de 500 kilos à plus d'une tonne d'explosifs. Sur un missile? Sur un seul missile, oui, bien sûr. Et la rapidité, la vitesse d'arrivée est telle que c'est impossible, c'est très difficile en tout cas de l'intercepter. Voilà, c'est plus difficile que tout le reste. Ils interceptent la majorité, heureusement, mais voilà, plusieurs sont passés à travers avec, quand vous avez une tonne d'explosifs qui vient percuter un bâtiment, oui, ça fait des dégâts comme ça, forcément. Je rappelle 4 morts. 4 morts, 99 blessés. Parmi les 99 blessés, il y en a 4 qui sont dans un état grave, et parmi les 4 morts, ce sont 2 enfants et 2 femmes âgées. Mais en Iran, selon un bilan provisoire, forcément nécessairement approximatif, 128 morts et 900 blessés côté iranien. Donc, ce sont des chiffres qui peuvent apparaître, mais c'est en 48 heures. C'est en 48 heures. Ardavan, votre sentiment? Merci, monsieur. Sincèrement, je suis un peu surpris par votre stupéfaction par rapport aux 4 morts en Israël à l'issue de cette frappe, alors que tous les pays qui entourent Israël, eux, ils ont l'expérience des milliers de morts. Que ce soit les 60 000 morts de Gaza, les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie, partout autour, les gens ont l'expérience des milliers de morts sous les bombardements israéliens. Si vous voyez qu'il n'y a pas de bombardement iranien sur Israël, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Parce que tout simplement, l'Iran n'a pas d'aviation. Donc ils n'ont d'autre choix que de lancer des missiles. Mais la question de fond ici, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Les Iraniens ne pourront pas, dans la durée, maintenir l'effort de guerre qu'ils maintiennent aujourd'hui face à Israël. Les experts disent que le pays a encore 2000 missiles. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas les moyens. Mais ils ont d'autres moyens. Et ils n'ont pas encore eu la volonté d'y avoir recours. Posez-vous la question. Le détroit d'Ormuz, que vous connaissez parfaitement, le colonel aussi, 30% du transport mondial d'hydrocarbures passe par là, par voie maritime. Il suffit que les Iraniens disent, tout simplement, sans même couler des bâtiments en face ou déployer des actifs militaires, qu'ils disent que tout bateau qui passe, ça fera l'objet d'une frappe iranienne. Les assurances vont être telles qu'aucun bâtiment ne pourra utiliser ce canal. Déjà, avec les Houthis, sur la mer Rouge, l'Égypte a perdu 20 milliards de recettes parce que les bâtiments font le tour de l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez. Première attaque. Deuxième initiative, si les Iraniens, ils l'ont déjà fait, devaient lancer des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes, qu'est-ce qui se passerait? Le pétrole va exploser. S'ils devaient jeter la même chose sur le Dubaï ou Abu Dhabi, le projet Vision 2030 de MBS sauterait, Dubaï comme centrale sauterait, le pétrole passerait aux $200, l'immigration dans la région exploserait vers l'Europe. Je dirais qu'on n'en est pas encore là. Et puis, on est à la 3e jour de l'affaire. Est-ce que les Russes qui ont profité de l'aide iranienne en matière de drones et de missiles ne vont pas apporter leur concours aux Iraniens? J'ai cru comprendre que les Chinois ont envoyé des radars pour remplacer le radar détruit par l'armée israélienne. Cher monsieur, la chose évolue rapidement. Une précision importante. Nous ne considérons pas ici qu'il puisse y avoir des victimes civiles plus importantes que d'autres. Bien sûr, chaque vie humaine a son importance. Je tiens à le préciser. Merci, c'est important. Je tiens à le préciser et nous avons parfaitement conscience des bilans à Gaza, des bilans ailleurs dans la région et des conséquences des guerres successives dans toute cette région. Vous avez raison de le rappeler. Je le précise. Je pense que c'est nécessaire de dire l'important que l'Israël n'a peut-être pas l'habitude, mais ceux qui les entourent l'ont. Voilà, ça vous l'avez dit. Mais je tiens à être extrêmement clair sur le fait que nous, ici, nous ne considérons pas qu'il puisse y avoir des victimes civiles qui nous émeuvraient davantage que d'autres. C'est à votre honneur. C'est à votre honneur. C'est une précision importante. Très importante. Bon, merci beaucoup.
je crois qu'on va marquer une très courte pause. Mais restez avec nous parce que dans un instant, nous allons nous interroger sur les suites, les conséquences. Je le disais tout à l'heure, Donald Trump a déclaré pourquoi pas une médiation de Vladimir Poutine. Il a ajouté, attention, les Américains, les États-Unis peuvent éventuellement prendre part au conflit. A tout de suite. Rebonsoir à tous, vous nous rejoignez ou bien vous êtes restés avec nous dans ce grand dossier spécial, la guerre Israël-Iran, avec ses conséquences sans doute imprévisibles en particulier lorsque le président des États-Unis s'appelle Donald Trump. Donald Trump qui vient d'accorder une interview à nos confrères d'ABC, et voilà ce qu'il déclare. Il est possible que nous nous impliquions dans ce conflit entre Israël et l'Iran, mais les États-Unis ne sont à cet instant pas impliqués. Elisabeth, faut-il comprendre que... Alors, ce matin, pour vous poser une question plus précise, ce matin, Donald Trump disait « si on est touché, si nos intérêts sont touchés, que les Iraniens ne se trompent pas, ils subiront l'ampleur de la puissance militaire américaine. » Ça, c'était ce matin. Là, il dit, plus largement, il est possible que nous nous impliquions. Faut-il le croire ? Ah, mais je pense qu'il faut le croire pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous citez les intérêts américains, ça peut être aussi non seulement les bases, et on se souvient qu'il y a multiples bases dans la région qui sont des bases militaires américaines avec du personnel américain, et aussi des intérêts économiques. Et comme on parlait tout à l'heure de la fermeture du détroit d'Ormuz ou d'autres frappes possible sur des alliés des États-Unis, mais surtout sur les intérêts économiques et militaires des Américains, on peut imaginer, même s'il y a un débat parmi les républicains aujourd'hui sur cet engagement à côté d'Israël, que là, pour le coup, il se sentira obligé d'intervenir d'une certaine façon. Michel, là, ce sont les bases américaines au Moyen-Orient. On voit qu'il y en a évidemment énormément. Oui, bien sûr. Alors, l'implication américaine, elle peut prendre plusieurs formes. Alors d'abord, c'est à minima, c'est contribuer à la défense du ciel israélien en interceptant tout ce qui passe un peu à portée de tir, je dirais. C'est déjà le cas, a priori. Donc ça, c'est vraiment minima. Ensuite, il y a deux aspects, un aspect défensif et offensif. Défensif, ce que dit Trump, c'est, attention, si les Iraniens, vous décidez d'un seul coup de changer de stratégie et d'essayer d'avoir une stratégie indirecte en essayant de faire pression, comme c'est évoqué par monsieur, sur les autres acteurs, sur nous, Américains par exemple, pour faire pression ensuite sur les Israéliens, là, si vous commencez à faire ça, nous, on ripostera et on attaquera. Donc ça, c'est le volet un peu défensif, et le volet offensif, c'est de dire, bon, finalement, allez, on rejoint les Israéliens dans cette opération pour casser définitivement le programme nucléaire. Qu'on comprenne bien, quand vous parlez du volet défensif, ça pourrait par exemple être libérer le détroit d'Ormuz s'il venait à être bloqué. Voilà, c'est ça. Nous sommes attaqués, le commerce international est attaqué, nous réagissons pour au moins libérer ce commerce ou riposter simplement ou protéger nos bases. L'implication éventuelle américaine militaire donc dans ce conflit, c'est ce dont rêve Benyamin Netanyahou, Rina ? Sûrement. Et là, je crois que le général avait raison quand il a parlé de commerce international. Mais merci. Non, mais vous avez été monté en grade. En Israël, il n'y a pas exactement le même grade. On a moins de grades en Israël, dans l'armée israélienne, que plus autre ici. Mais le sujet économique, c'est un sujet clé, bien sûr, pour Donald Trump. Là, on voit, ça commence à jouer sur le prix du pétrole, mais on est qu'au début. Si ça va continuer, si vraiment ça va frapper dans la poche des Américains, là, sûrement, on va voir un certain engagement plus profonde qu'on voit maintenant de la part des Américains. Et c'est vrai que c'est ça que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ça va complètement changer la donne pour lui. Parce que là, Israël agit tout seul avec toutes les conséquences qu'on voit sur le terrain. Si les Américains sont dedans, d'abord, on peut faire plus que juste endommager le programme nucléaire. On peut peut-être l'éliminer. On ne sait pas. Ça dépend de la largeur de l'implication américaine. Et aussi, bien sûr, il y a la question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la stabilité du régime iranien. Bien sûr. Alors, Ardavan Amir Aslani, je vous donne la parole tout de suite. Mais d'abord, allons à Washington. Allons à Washington où nous attend notre envoyée spéciale Hélène Bonnet. Bonsoir Hélène.
Vous êtes à Washington pour LCI et TF1. Hélène, j'ai une incompréhension. Pendant toute la campagne, Donald Trump a dit plus question d'engager militairement l'Amérique dans un conflit extérieur. Je protégerai nos boys des risques encourus. Et voilà qu'il dit nous pourrions nous impliquer dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Que faut-il comprendre, Hélène ? Écoutez, ça ne veut pas forcément dire que Donald Trump est prêt à lancer une intervention militaire. Il l'a répété aussi plusieurs fois et encore aujourd'hui, il préfère privilégier la négociation. Négociation avec l'Iran, négociation pour que l'Iran et Israël puissent tomber d'accord avec un levier, notamment le commerce avec les États-Unis. Donc on retrouve cette dimension qu'on connaît chez Donald Trump, c'est le président businessman. Et pourquoi dit-il cela ? Parce que en fait, il a la pression de sa base électorale, Donald Trump. On discutait hier avec des militants qui se trouvaient à la parade militaire, donc des partisans de Donald Trump. Et ils nous disaient, mais nous, on soutient Israël, mais on ne veut pas pour autant que le président s'engage dans une intervention militaire. Pas question de risquer la vie de nos soldats ou de basculer dans une guerre qui serait coûteuse, qui est loin de nous, qui dure depuis des années, qui ne nous concerne pas. Et donc ça, Donald Trump l'a bien en tête. C'est pour ça qu'il a ce discours ambivalent. Tantôt, il met la pression en disant on va s'impliquer, et tantôt, il dit attention, il faut que ça passe par la négociation. Mais Hélène, je crois comprendre que dans l'entourage politique de Donald Trump, il y a, disons, des faucons qui, eux, poussent pour une implication militaire américaine. Oui, absolument. Et ça explique aussi peut-être cette idée d'implication que sous-entend Donald Trump, c'est qu'il y a une partie de son camp, et vous avez appelé les faucons, c'est ceux qui sont extrêmement pro-israéliens, anti-iraniens. Alors vous avez des figures comme le sénateur Lindsey Graham ou encore le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui eux pensent que la négociation, le temps de la négociation est passé, qu'il faut profiter de cette offensive israélienne pour appuyer les Israéliens, s'impliquer davantage et en finir définitivement avec le programme d'armement iranien. Et cette pression, elle est très forte sur le président. Il y a aussi certains démocrates qui pèsent en ce moment. Et vous avez une autre partie du camp Trump, effectivement, cette base électorale qui est représentée par tout un tas d'influenceurs qui eux disent attention, il ne faut surtout pas y aller. Donc on sent que Donald Trump est pris entre ces deux mouvances de son camp. Et il y a beaucoup de gens qui alertent aujourd'hui dans ce camp, justement, en disant attention au risque de fracture. Les choix de Donald Trump vont peser évidemment sur la tournure que vont prendre les événements au niveau international, mais ça va aussi peser énormément dans la politique intérieure et pour les futures élections de mi-mandat. Merci beaucoup Hélène Bonnet, vous êtes envoyée spéciale d'LCI à Washington avec Éric Josset pour les images. Ardavan Amir Aslani, l'intervention éventuelle de Donald Trump des États-Unis, qu'en dites-vous ? Si Donald Trump, pendant la période de campagne, avait promis qu'en 48 heures, 24 heures, la guerre entre la Russie et l'Ukraine allait prendre fin. On voit qu'il n'en est rien. Il a dit qu'il n'y aura en aucun cas des boots américains au sol au Moyen-Orient. Il commence à flirter avec l'idée. Moi, je ne pense pas que la question soit une question d'intervention militaire américaine au sol. Je crois que c'est surtout déployer des actifs militaires nécessaires pour assurer la protection de l'espace aérien israélien. Et puis les Iraniens, l'Iran a beau être la seule théocratie constitutionnelle au monde, mais ils ne sont pas pour autant irrationnels. Ils savent que pointer le moindre missile, le moindre projectile sur les bases américaines aux alentours, c'est très facile pour eux, ils sont juste à côté, ça va entraîner une réaction totalement démesurée par rapport à l'avantage qu'une telle frappe pourrait procurer. Donc les Iraniens font attention. Et contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas riposte contre riposte tout à l'heure, c'est attaque contre riposte, puisque l'Iran a fait l'objet d'une attaque au mépris du droit international de la Charte des Nations Unies. Il faut le souligner aussi. Sur cette chaîne, vous soulignez également les principes du droit international. La France, par la voix de son président, Emmanuel Macron, a réagi dans un premier temps en disant, c'était intéressant d'ailleurs, alors qu'il y avait eu cette attaque préventive d'Israël. Une notion juridique nouvelle. Et Emmanuel Macron a dit, Israël a le droit de se défendre. Si vous voulez, d'abord, Israël n'a pas été attaqué. Si la menace nucléaire était effectivement imminente, danger immédiat, eh bien, la voix de la France, ça a été de dire Israël a le droit de se défendre. Monsieur, la France a été méprisée à un tel point par Netanyahou qu'ils n'ont même pas prévenu à l'avance de l'attaque contre l'Iran. Et puis rappelez-vous, nous sommes en train de vivre le scénario de l'Irak, avec un général Colin Powell qui apparaît
aux Nations Unies qui dit, en montrant un flacon, nous avons la preuve de l'existence des armes de destruction massive en Irak. On y est allé, 1 million de morts, rien. Et on a mis un pays à feu à sang. L'Afghanistan, c'est pareil. Le regime change, c'est aussi cela. L'Amérique est allée, 4 000 milliards de dollars dépensés, 20 ans de présence. Ensuite, on est parti dans les conditions rocambolesques que vous connaissez. L'Iran n'est pas ces deux pays. L'Iran, c'est 5 fois ces deux pays réunis. Et puis, si vous voulez, l'Iran, c'est un enjeu énergétique majeur. La Chine compte sur l'Iran. Et puis, ne pensons pas une seule seconde que les Américains pourront arriver, déployer des troupes, faire ce qu'ils veulent, sans que la Russie et la Chine sautent sur l'occasion pour envenimer la vie pour ces gens-là. Moi, je ne pense pas que cette affaire-là va durer dans le temps. Parce que, économiquement, c'est pas tenable, ni pour l'Iran, ni pour Israël, ni pour le monde. Nous apprenons à l'instant une nouvelle frappe israélienne, cette fois sur l'aéroport de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Nord-est. Voilà. Nord-est de l'Iran. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure. Vous le disiez, alors ça prouve qu'ils ont réussi à désamorcer la DCA locale pour pouvoir frapper. Ce sont donc, je parle sous votre contrôle à tous les quatre, des frappes de plus en plus en profondeur. Ça veut dire que tout le territoire iranien aujourd'hui est accessible. Tout le territoire est accessible désormais aux frappes israéliennes. Non, mais il faut bien comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en Tel Aviv, vous avez un immense plan de ciblage. C'est-à-dire qu'ils sont collectés depuis des années et des années, des points précis qu'il faut tirer. Ça, c'est les cibles fixes qui seront tapées. Ça prendra des jours et des semaines, puis elles seront toutes tapées. Et puis, vous avez des cibles mobiles qui apparaissent. Alors, c'est soit les individus qui bougent, soit, par exemple, des rampes de lancement de missiles qui bougent aussi. Donc là, il faut ces cibles d'opportunité. Il faut être beaucoup plus près. On l'a oublié de dire, mais il y a aussi une force israélienne qui est à l'intérieur même de l'Iran pour taper, notamment avec des drones, etc. Mais donc, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, vous allez avoir des raids de 50, 60, 80 appareils israéliens et qui vont cocher les cases de ce plan de ciblage du plus urgent vers le moins urgent. Et donc, l'objectif initial, contrecarrer cette menace nucléaire imminente, n'était pas le seul objectif. Mais non. Dès le début, mais clairement, oui. Dès le début du lancement de l'initiative, il y avait, Rina, l'idée d'aller plus loin, de ne pas seulement frapper les cibles nucléaires. L'effet inverse. Oui, mais bon, quand on parle de timing, il ne faut pas non plus oublier que cette frappe arrive après ces rapports de l'Agence de l'énergie atomique, qui a bien dit, ça c'est pas Israël qui dit, ça c'est l'agence onusienne qui dit que l'Iran n'a pas des intentions pacifiques avec son programme nucléaire. Ça c'était quelque chose qui n'était pas dit avant, qui était révélé maintenant. L'uranium enrichi. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Madame, dans le sens où il y a un rapport de l'AIEA qui est sorti, qui a dit que l'Iran n'était pas en compliance par rapport à ses obligations. Outre le fait, si vous voulez, juste, il faut quand même planter le décor pour vos téléspectateurs. L'Iran est signataire du TNP. L'Iran fait l'objet des inspections par l'AIEA. Le traité de non-prolifération, pour ceux qui nous regardent. Israël a au moins entre 70 et 400 ogives nucléaires et n'est signataire d'aucun traité sur la question. Rappelons-le. En l'occurrence, l'Iran, en 2015, quand l'Iran a régularisé l'accord nucléaire, était en full conformité avec les dispositions de l'accord nucléaire. Réponse, Rina. Elisabeth, je voyais que vous aussi, vous aviez envie de répondre. Allez-y, Rina. Bon, je ne vais pas répondre, je vais continuer ce que je commençais à dire. Allez-y. Qu'il y avait ce rapport, les frappes est arrivées après. Donc d'abord, on ne peut pas complètement dire qu'il n'y avait pas un danger imminent, ça c'est une chose, parce que ça s'était révélé au grand bonjour pour tout le monde à voir. Et le fait est que les Européens et d'autres pays, pendant des années, certes, poussaient pour un accord avec l'Iran, mais se sentaient plus confortables à peut-être laisser les Iraniens dire oui, c'est ce qu'on cherche, un programme nucléaire et civil, ça s'avérait faux. Et tout le monde maintenant le reconnaît. Et je crois que c'était ça aussi l'essence en fait de l'intervention du président Macron à l'Élysée vendredi. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi, mais là on attend encore les preuves, mais il y a des spécialistes israéliens qui disent, ça fait maintenant quelques jours, mais c'est nouveau, qu'il y avait un changement dans la politique iranienne sur leur propre programme nucléaire, parce que jusqu'à dernièrement, on savait bien sûr qu'il y avait l'enrichissement de l'uranium, et là on sait qu'il y avait les non-compliance, que c'est plus... contrairement à ce qu'ils ont... Voilà. Non-compliance, pour ceux qui n'auraient... Vous n'êtes pas obligé de tous être bilingue en anglais. C'est ne pas être en conformité avec ce à quoi nous nous étions engagés. C'est ça, en anglais, non-compliance. Poursuivez, Chérina. Merci. Donc, il y a
l'enrichissement de l'uranium d'un côté, il y a la capacité de faire tomber une bombe nucléaire sur Israël, parce que, bon, on a bien vu ce que les missiles balistiques, les portées et les dégâts qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'il reste en fait à faire, entre guillemets, pour attaquer Israël nucléairement? C'est développer, d'avoir la technologie justement pour la détonation. Et là, les Israéliens maintenant disent, on a des indices, c'est nouveau, que les Iraniens, ils ont décidé de franchir cette cape. Et au moment où l'Iran décide, effectivement, si c'est vrai, si c'est correct de franchir cette cape, là, c'est vraiment un point de non-retour. Point de non-retour, ensuite, ça aurait été trop tard. En quelque sorte, c'est ça l'explication. Alors attendez, on va donner les informations. Je vous ai dit qu'il y avait eu cette frappe sur l'aéroport de Mashhad, nord-est de l'Iran. Alors soyons extrêmement précis, c'est à 900 km au nord-est de Téhéran. Donc là, une ville sainte. Donc là, on est dans une frappe en profondeur, de plus en plus en profondeur, au fond, sur le territoire iranien. Et un média iranien rapporte une autre attaque israélienne à l'est de la ville de Mashhad. Ça, alors que nous essayons de vous décrypter cette situation, il faut bien que vous ayez en tête que la situation est évolutive, que les frappes israéliennes continuent. Il y a eu tout à l'heure également des missiles balistiques qui ont été lancés en direction de Tel Aviv, un moment d'extrême tension sur le territoire israélien, avec l'appel aux populations d'aller se confiner dans les différents abris qui existent sur le territoire. Puis ensuite, quelques minutes plus tard d'ailleurs, l'alerte a été levée. Ça, Michel, vous l'expliquiez très bien dans vos multiples interventions. C'est parce que les Israéliens analysent l'atterrissage potentiel du missile. Quand ils constatent qu'il y a peu de victimes potentiellement... ça va taper dans du vide. En gros, ils ne crament pas un missile, parce que c'est précieux, un missile antiaérien, pour un truc qui ne fera pas de victimes. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas du 100% non plus. Mais il arrive aussi que des missiles passent quand même au travers du système de défense dans son entier. On l'a vu la nuit dernière. C'est un peu nouveau. Elisabeth. Alors, juste, vraiment, pour cette question de l'intervention américaine éventuelle, je pense qu'il faut clarifier. Personne ne parle d'une intervention terrestre des Américains et les Israéliens ne demandent pas ça. Je pense que c'est très important de le demander. Et en ce moment, ce qu'ils aimeraient... C'est pas sur ça qu'ils discutent en ce moment, en tout cas, pour des raisons, on peut imaginer, comme notamment politiques, mais pas seulement. C'est sur le nucléaire et sur ces questions de pouvoir frapper où les Israéliens peuvent peut-être pas avoir cette capacité. On en a longuement parlé et certainement Michel est mieux placé, mais notamment Fordow qui est très très enfoui. Il y a peut-être que les Américains qui pourraient vraiment toucher ces sites-là. Et il y a chez les républicains, même chez ceux les plus isolationnistes, cette envie aussi d'arriver au bout de ce programme nucléaire iranien, et je pense que Trump aussi joue là-dessus et essaie de caler ces deux côtés au sein des républicains. Vous voulez ajouter un mot, M. Amir Aslani, mais alors brièvement parce qu'on va partir en pause. Allez-y. J'ai sur mon bureau un journal national israélien d'il y a 40 ans qui dit que l'Iran est à 2 mois de la bombe nucléaire. Ça fait 20 ans que moi, Jonathan dit la même chose. Et puis, si vous voulez, même si de plus en plus, ça a bien l'air, nous ne sommes pas dans le Far West avec Israël comme le shérif. Il y a un droit international, il y a des Nations Unies, il y a un Conseil de sécurité. On décide quand on veut attaquer un pays. En l'occurrence, attaquer personne. Et puis tous les experts disent que si l'Iran devait décider d'atteindre les 90% d'enrichissement, et le 60-90, c'est pas une difficulté technique, c'est une décision politique, c'est vrai, ça prend 10 jours, mais la militarisation de l'engin et la transposition de l'engin sur un missile va prendre au moins entre 1 an et demi et 2 ans. Il n'y a aucune urgence pour faire ça. Et puis rappelez-vous, cette affaire-là a eu lieu au moment même où les Iraniens et les Américains discutaient. Pardon, monsieur, mais en matière de menace nucléaire, pourquoi prendre son temps? Excusez-moi, mais s'il y a une menace nucléaire, qu'elle soit imminente ou pas imminente... À ce moment-là, n'importe qui, à n'importe quel moment, on peut décider de faire n'importe quoi. Et là, les Américains et les Iraniens... L'AIEA disait... Aujourd'hui... Non, monsieur, l'AIEA disait qu'il y avait une intention... L'AIEA disait qu'il y avait des découvertes d'uranium non expliquées par les Iraniens. L'AIEA n'a pas dit qu'ils étaient en train de développer la bombe. Les mots ont leur importance. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas de manière imminente la capacité de développer la bombe qu'il faut laisser le régime des mollahs développer la bombe atomique. C'est le questionnement. Qui le décide, si vous voulez? C'est pas Israël qui doit le décider. Il y a une communauté internationale, il y a un droit international. On ne peut pas du jour au lendemain, comme le fait Israël, se lever, bombarder tous les pays qui l'entourent et aller au bout bombarder l'Iran, sous prétexte qu'on constate qu'il y a une menace. Il n'y a plus de droit. Rina, vous voulez répondre d'un mot et ensuite on va marquer une brève pause. Bon, 2 mots, Corée du Nord. 2 mots, Corée du Nord. Mais regardez, tout le monde les a laissés faire. Maintenant, ils ont la bombe. Voilà.
Alors, il faut bien comprendre du côté israélien alors il y a effectivement le droit international, puis il y a un autre droit. Vous n'avez pas le droit de me tuer en temps normal, vous n'avez pas le droit de me tuer, sauf si je vous menace de mort. Et là, on fait une exception et vous pouvez le droit de défendre, d'utiliser de la violence. Donc l'argument d'Israël depuis toujours en réalité, c'est de dire voilà, nous sommes menacés de pays puissants et mortels. Nous sommes petit territoire et si on est attaqué, on peut mourir. Je ne vois pas où sont les pays puissants. Si c'est l'Iran, votre pays puissant, à un moment, le pays n'est même pas capable de défendre sa propre la logique. Sa propre capitale. Et puis, considère surtout qu'ils sont déjà en guerre depuis cette débat très intéressant, débat passionnant que nous allons poursuivre dans un très court instant. Restez avec nous. On se quitte pour seulement quelques minutes. À tout de suite. Courageux peuple d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous. Voilà, ça c'était hier Benyamin Netanyahou qui s'adresse directement au peuple iranien, passant par-dessus le régime des mollahs, avec la volonté clairement dite d'essayer de le déstabiliser, d'espérer un soulèvement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner, Rina ? Bon, c'est pas dans l'immédiat, non. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que M. Netanyahu s'adresse aux Iraniens avec un message. Il les appelle pas de faire tomber le régime, mais il dit on n'est pas en guerre avec vous. Il suggère que c'est peut-être le moment d'essayer de se libérer, mais je crois que le message n'est pas Israël va vous aider maintenant de faire tomber le régime. Ça sera trop ambitieux, ça sera pas réaliste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Américains, même s'il y aura une grande vague d'opposition iranienne, ça ne sera pas évident de le faire. Et ça, c'est une chose. Après, il faut dire qu'il y a, à côté de la volonté diplomatique, politique, sécuritaire de M. Netanyahou, il y a aussi une affinité en Israël vis-à-vis des Iraniens. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Et d'ailleurs, on a plusieurs juifs israéliens d'origine perse iranienne qui sont très célèbres en Israël. C'est une culture qui est proche. Et pour nous, les Israéliens, on les adore. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se souviennent aussi à l'époque, quand moi j'ai fait mes études d'architecture il y a très longtemps, j'avais un prof qui m'a raconté tous les bâtiments qu'il a construits à l'époque des Shahs à Téhéran. Donc, s'il n'y avait pas ce régime de mollahs, si on aurait été dans un autre monde, une autre réalité, je suis sûr qu'il y aura de très bonnes relations entre les deux peuples. S'il n'y avait pas ce conflit depuis des décennies, probablement le peuple qui est le plus proche du peuple iranien est le peuple juif d'Israël. Incontestable. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il y a des points culturels communs, il y a des points gastronomiques communs, il y a une histoire commune, il y a une histoire biblique. La première fois que les Juifs ont échappé à un pogrom, on peut le rappeler, c'était en Iran, c'est le livre de Esther. C'est lui qui a construit le temple de Jérusalem, aujourd'hui le deuxième temple. C'est l'empereur de Perse qui a affranchi les Juifs d'esclavage en Babylonie. Donc, si vous voulez, la seule personne, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament qui est qualifiée de Messie. Celui qui est appelé Dieu par son nom. Mais pour revenir sur la question de Netanyahou a appelé cette opération-là le lion qui se lève, par référence à des clichés allégoriques hébraïques, mais également par rapport à la Perse, puisque le symbole de la Perse, c'est le lion rugissant. Il appelle à une révolte iranienne, incontestablement. Il appelle à un changement de régime. Mais au même titre que les Israéliens, malgré leur division, séfarades, ashkénazes, riches, pauvres, religieux, laïcs, se sont fédérés contre le pouvoir à un moment où le pays est menacé. Au même titre, les Iraniens vont se fédérer derrière le pouvoir. Parce qu'en Iran, contrairement à ce qu'on peut entendre ici, il y a 20% d'excités ou clients du pouvoir qui sont totalement derrière le régime. Il y a 20% qui sont totalement hostiles et qui se lancent dans la propagande, etc. Mais il y a au milieu, il y a 60 à 70% des Iraniens qui n'en peuvent plus de 47 années d'ostracisme, de guerre avec l'Irak, de sanctions, d'exclusion, et qui veulent tout simplement vivre, qui n'ont pas de nouveau envie de vivre ça. Et puis les Iraniens, s'ils devaient céder à un appel de sirène pour se révolter, ils vont pas céder à l'appel de Netanyahou avec tout ce qui est attaché à sa personne qu'on connaît à travers tous ses faits et gestes dans le passé. L'Iranien est un peuple particulièrement patriote, particulièrement nationaliste. Moi, par exemple, cette théocratie, je n'arrive pas à le supporter. Je le rejette dans sa totalité. Mais
Je souffre, si vous voulez, pour ce peuple innocent qui est bombardé. Et puis les Iraniens, lorsqu'ils vont se poser la question, ils vont se dire, est-ce que ce sont les agents de pouvoir qui nous tirent dessus ou c'est les bombes israéliennes qui nous tuent? Et puis on parle, si vous voulez, des 13 morts israéliens, que je regrette. Mais il faut parler quand même de centaines de morts iraniens. On n'en parle pas assez. Oui. Des gens qui souffrent aussi, des gens qui vivent dans la crainte des bombes. Moi, j'étais en relation téléphonique avec des amis sur place qui m'ont dit qu'il n'y a pas une minute de répit. En permanence, les sites sont bombardés. Et puis c'est une erreur de dire que les sites militaires sont bombardés. Vous l'avez rappelé, le site de la police est bombardé. Des raffineries sont bombardées. Les 2 principales raffineries de Téhéran sont bombardées. Dépôts de carburant. Vous voyez, donc on est parti aujourd'hui dans une guerre totale. C'est pour ça que Netanyahou a lancé quelque chose. Il ne sait pas comment le terminer. La boîte de Pandore est ouverte. Bon, alors écoutons la réaction, plutôt la mise en garde du guide suprême, Ali Khamenei, qui répond à Benyamin Netanyahou quand celui-ci s'adresse au peuple iranien. On écoute Ali Khamenei. Il est certain que les forces armées de la République islamique infligeront de lourdes pertes à ce méchant ennemi. La nation est avec nous. Elle est derrière les forces armées de la République islamique. Et si Dieu le veut, elle vaincra le régime sioniste. Le peuple doit le savoir, être assuré et rassuré qu'il n'y aura pas d'indulgence à cet égard. Voilà, alors, ça m'a frappé tout à l'heure quand je réécoutais toutes les interventions des uns et des autres. Évidemment, Ali Khamenei cite Dieu. C'est assez logique, puisqu'il est à la tête d'une théocratie. Benyamin Netanyahou également. Oui. Lui aussi. Il n'est pas à la tête d'une théocratie, mais il cite Dieu dans son intervention également en disant « Si Dieu nous donne la force de l'emporter, nous l'emporterons face à nos ennemis iraniens ». Il y a donc aussi une dimension fondamentaliste, quasiment, de ces deux responsables qui s'opposent, qui sont dans une confrontation. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au fond, lorsqu'il y a une dimension mystique, on peut trouver une solution, une porte de sortie, ou bien est-ce que non, le chemin à emprunter, c'est forcément celui du conflit, de la guerre, de la destruction. Rina, qu'en pensez-vous? Non, mais je ne crois pas qu'on peut le mettre sur le même niveau. Israël est sur une menace existentielle. L'Iran n'est pas, pour l'instant. Donc, on ne peut pas mettre les deux choses sur le même pied. Et la situation terrible dans laquelle l'Iran se trouve depuis des années, avec la crise économique et toutes les violations des droits de l'homme, tout ça, c'est l'effet de son propre régime. D'abord, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand le guide suprême évoque Dieu, il faut d'abord savoir que lui, il est le premier responsable de tous les malheurs qui arrivent à son peuple ces dernières années. Michel. Alors moi, je n'ai pas d'informations sur les capacités militaires de Dieu et sur l'influence militaire que ça peut avoir. Je n'ai pas d'infos, en tout cas. Dans l'Ancien Testament, en tout cas, il peut être vengeur. Hein, oui, non, mais bien sûr. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre... Alors d'abord, la guerre, elle n'est pas totale parce qu'il n'y a pas tous les moyens militaires qui sont utilisés. Et c'est ce qui fait une guerre totale, c'est qu'on frappe sur tout. Oui. C'est l'ampleur des objectifs qui sont donnés. Est-ce qu'on se limite à essayer de désarmer l'Iran, de casser son instrument militaire, le rendre impuissant, ce qui peut être un objectif stratégique, ou est-ce qu'on veut aller plus loin, et là ça devient effectivement total, où on veut changer le régime, etc. Avec cette difficulté que, en fait, Israël fait la guerre à coups de marteau. Comment, à coups de marteau, on obtient des effets politiques? Ça, on ne sait pas très bien quel est le lien. Alors, affaiblir le régime et le rendre vulnérable à d'autres. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Mais en Iran, c'est quand même très, très, très aléatoire. Toute dernière question, est-ce que le guide lui-même, Ali Khamenei, peut être ciblé? On a bien vu qu'Israël avait une capacité d'interception ciblée, d'élimination ciblée des hauts responsables du régime. Est-ce qu'ils peuvent monter jusqu'au guide? Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, n'est pas à l'abri d'une attaque. Israël n'exclut aucune cible potentielle. Ça, c'est un responsable israélien qui parle à nos confrères du Wall Street Journal. Est-ce que vous y croyez, Elisabeth? À partir du moment où ils ont eu Nasrallah, je me suis dit en tout cas qu'ils ont cette capacité, cette façon d'être dans l'innovation, on va dire, d'être dans la précision, que c'est possible, notamment parce qu'ils doivent avoir aussi des agents infiltrés sur place, des agents dans le régime. Clairement,
comme vous le voyez là, c'est une intention. Oui. Je pense qu'ils sont capables, si vraiment ils le cherchent. Rina, d'un mot? Oui, je ne sais pas, pour la capacité, c'est difficile à dire, bien sûr. L'intention. Mais l'intention, la volonté... Je vais dire que jusqu'à 7 octobre, il y avait quand même une politique tacite en Israël. Et on ne frappait pas, en fait, les têtes. Plutôt, on frappait les niveaux plus exécutifs, si vous voulez bien, mais pas les têtes. Bien sûr, depuis le 7 octobre, tout a changé. Elisabeth a mentionné Hassan Nasrallah, on peut mentionner d'autres, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh au Téhéran. Donc, depuis, je pense que la porte est ouverte. Oui.